Bienvenue à tous dans cette deuxième partie de Demain à la Une. Le 20 juillet, le monde scientifique célébrera le 50e anniversaire du premier pas de l'homme sur la Lune. C'était en 1969 avec le module lunaire Apollo 11. 21 juillet à 3h56 heure française, Neil Armstrong pose le premier pas de l'homme sur la Lune. Une mission scientifique qui marqua l'apogée de la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis dans les années 60. Pour en parler, j'ai avec moi deux journalistes spécialistes de la Lune, j'ai envie de dire. Sylvain Rousseau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Rabia Ibrahim, bonjour. Bonjour. Merci avec nous. Vous êtes plutôt spécialiste des questions scientifiques, en tout cas aujourd'hui. Alors, Sylvain, je commence tout d'abord avec vous. La Lune continue encore de faire rêver aujourd'hui. Les Américains ont réussi à y aller. 12 astronautes exactement ont posé les pieds sur la Lune. Il y a 50 ans, c'était Neil Armstrong, comme je le disais en introduction, qui était le premier. Comment est-ce qu'on est arrivé à ce premier pas, un pas de géant pour l'humanité, comme il le disait à cette époque-là avec la mission Apollo 11 ? Vous l'avez très bien dit, la course à la Lune, c'est ce qui marque, ce qui symbolise en tout cas l'apogée de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. Comment on en arrive là ? Tout simplement une émulation entre deux grandes puissances qui avaient besoin de s'affirmer. Et effectivement, la course à l'espace, c'est aussi une façon de s'affirmer par la technologie, par la science, par la puissance. Les Russes sont en avance pendant tout le début du programme spatial. Le premier homme en orbite, c'est eux. Le premier satellite un peu avant, c'est eux. Mais les Américains ne sont jamais très loin derrière. Ça se joue en général à quelques semaines, voire quelques mois sur la plus longue période. Et ensuite, il y a ce discours de Kennedy, le président américain John Kennedy, qui dit « on va envoyer un Américain sur la Lune d'ici la fin de la décennie ». Non pas parce que c'est facile, mais justement parce que c'est difficile. Et c'est un peu, pour vous donner un exemple, c'est un peu comme si vous courez un 100 mètres et que l'un des deux concurrents a 10 mètres d'avance, ce qui était le cas des Russes. Forcément, il va gagner le 100 mètres. Mais si vous courez un marathon avec 10 mètres d'avance, ces 10 mètres d'avance n'existent plus. Oui. Et c'est exactement l'ambition stratégique de Kennedy quand il fait ce discours-là, c'est de mettre une ligne d'arrivée tellement loin que l'avance des Russes est annihilée de fait. Ouais. Exactement. Et donc, les Américains mettent beaucoup de moyens humains, technologiques et financiers pour aller sur la Lune en mobilisant massivement l'opinion publique, ce que font beaucoup moins les Russes. Et finalement, on a presque envie de dire, en caricaturant un petit peu, que les Américains ont gagné une course qu'ils étaient les seuls à courir, en fait. Oui. En mettant tous les moyens qu'il fallait, parce qu'effectivement... Alors, on parle d'Apollo 11, il y a eu plusieurs Apollo avant. Hein. Alors, il y a eu Apollo 1, mais c'est pas vraiment le 1, c'est ça ? Il y a eu Apollo 1 qui n'est pas vraiment Apollo 1, qui était plutôt la 4e, et pour qu'on l'oublie pas, on l'a nommé Apollo 1 puisque les 3 astronautes sont morts brûlés vifs dans un entraînement de décollage. Ensuite, il y a eu Apollo 8 qui a été la première mission en orbite. Apollo 9 et 10 qui ont permis de répéter toutes les manipulations en vol. La seule chose que n'ont pas faite Apollo 9 et 10, c'est d'envoyer un homme sur la Lune, et c'est la seule chose qui restait à faire pour Apollo 11. Et ensuite, ça s'est poursuivi jusqu'au 17, toutes les missions Apollo ensuite sont allées sur la Lune, sauf Apollo 13. Dont on connaît l'histoire. Absolument. Alors, Rabia, cette mission donc, avait aussi un lien avec la guerre froide, comme vient de nous l'expliquer Sylvain, mais pas que. La mission, scientifiquement, avait beaucoup de valeur. Et justement, elle a pu répondre, Apollo 11, à beaucoup de questions à cette époque-là. Oui, Aziza, les missions Apollo ont permis aux États-Unis de montrer les muscles, mais les scientifiques avaient d'autres objectifs. Le principal étant de savoir comment la Lune s'est constituée. Il y avait plusieurs théories depuis le XVIIIe siècle, parmi lesquelles que la Terre avait attiré la Lune vers elle par le phénomène de la gravité. La deuxième, c'est que la Terre et la Lune se sont constituées dans le même disque de débris par le phénomène d'accrétion. La troisième étant que la Lune s'est détachée de la Terre par la force centrifuge, c'est-à-dire que la Terre tournait tellement vite qu'une partie s'est détachée. Les missions Apollo, en général, ont invalidé ces théories. Les 12 hommes qui ont foulé la Lune ont ramené avec eux plus de 380 kg d'échantillons de roches lunaires, de poussière lunaire. L'analyse de la composition de ces roches ont confirmé ou ont montré aux spécialistes que la théorie la plus probable est que la Lune est née d'un cataclysme grandiose, c'est-à-dire la collision d'une protoplanète de la taille de Mars avec notre Terre 100 millions d'années après l'apparition du Soleil. Les deux corps ont fusionné, mais une autre partie, une petite partie s'est détachée, éjectée par cette collision,
Et grâce encore au phénomène d'accrétion, la Lune est née. Alors, quelques anecdotes, on en avait entendu parler quelques-unes, on en a entendu parler de quelques-unes déjà à l'époque, mais on a vu ces photos, on a vu ces vidéos d'Armstrong sur la Lune. Alors, il paraît qu'il était lui-même, en fait, finalement, omnibulé par le fait d'être sur place, à tel point de retarder un peu justement ce qu'il devait faire scientifiquement parlant. Oui, il a été rappelé à l'ordre par la NASA, par radio, vu qu'il était, il a tardé à prendre les échantillons Il prenait les photos tout d'abord. Il prenait les photos des paysages. La mode des selfies commençait déjà. Exactement. Mais vu l'importance de ces échantillons, la NASA l'a rappelé à l'ordre. Parce que s'il y avait une urgence, un incident, il devait repartir sur le LEM. La première chose qu'il devait faire. Il devait prendre ces échantillons. Les scientifiques voulaient avoir ces échantillons justement pour répondre à plusieurs questions. Et je peux ajouter que ces échantillons qu'on a aujourd'hui, c'est aussi une preuve irréfutable face aux théories qui pullulent sur Internet, sur la véracité, ou ceux qui disent que tout ça, c'est que du cinéma. Oui, que c'est Hollywood et que personne n'a jamais marché sur la Lune, effectivement. Combien de temps ça a duré, d'ailleurs, quand Armstrong est descendu de son module, resté sur place? 2h30, mais les autres, Apollo 14, 17, le dernier était le plus lent. Ils sont restés 3 jours et 3 nuits. Ils ont parcouru plus de 19 km avec le rover lunaire. D'accord. Alors, Sylvain, pourtant, depuis 1972, eh bien, personne ne repartira sur la Lune. En tout cas, personne ne marchera sur la Lune. Mais cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui, personne n'essaye. Ah mais aujourd'hui, tout le monde reparle de la Lune. La Lune est véritablement de retour dans le grand jeu. Chaque grande puissance, qu'elle soit établie ou émergente, a un programme spatial. Une petite anecdote, les Israéliens ont tenté d'envoyer un rover sur la Lune. Ça s'est malheureusement mal passé et le rover s'est écrasé sur la Lune, c'était en avril dernier. Mais les Indiens, les Chinois, les Japonais, les Sud-Coréens, les Brésiliens, évidemment les Américains, les Russes. Les rovers, ce sont ces modules qui peuvent y aller mais sans avoir d'humain. C'est ça, c'est un petit robot télécommandé depuis la Terre qui roule, qui peut prélever des échantillons et éventuellement, quand ils sont très perfectionnés, les ramener sur Terre. C'est d'ailleurs justement le prochain objectif du programme spatial chinois. À noter que les Russes ont fait la même chose dans les années 70. Mais effectivement, la Lune est vraiment de retour. Alors, si vous posez la question de savoir pourquoi on n'y est pas retourné depuis 1972, c'est très simple. L'intégralité du programme Apollo a coûté 237 milliards de dollars, ramenés à l'inflation aujourd'hui. La NASA et Donald Trump a donné l'ordre à la NASA de renvoyer un Américain et une Américaine sur la Lune en 2024, soit juste avant la fin de son hypothétique second mandat. Oui, dont il est tout à fait sûr d'ailleurs pour le moment. Et Jim Bridenstine, l'administrateur de la NASA, a estimé le budget à un peu plus de 30 milliards de dollars. Autant vous dire que ça ne se trouve pas facilement. Oui, que ça coûte extrêmement cher, qu'à partir du moment où les Américains sont allés sur la Lune, ils avaient effectivement moins d'intérêt à le refaire, qu'aujourd'hui, plus personne n'a les capacités d'envoyer un homme sur la Lune, puisque quelle que soit la puissance et le programme spatial en question, tout est à refaire. Les lanceurs ne sont pas assez puissants, c'est pas plus compliqué que ça, quelque part. Et effectivement, donc, la NASA va lancer le programme Artemis, et l'objectif est de retourner sur la Lune en 2024, s'y installer en 2028. D'ailleurs, ils travaillent en étroite collaboration avec les Européens qui, eux, sont chargés de créer une sorte de laboratoire en dur sur la Lune, à partir justement du sol lunaire et d'impression 3D, de mettre en orbite lunaire une base scientifique, comme la station spatiale, sauf que ce sera autour de la Lune et pas autour de la Terre, et ainsi pouvoir multiplier sur la Lune les allers-retours, y rester beaucoup plus longtemps, de façon à étudier la vie d'un astronaute en espace confiné sur un corps stellaire étranger. Et l'objectif final de tout ça, c'est Mars. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a aussi des sociétés privées que ça intéresse d'aller sur la Lune. Il y a aussi des sociétés privées, alors pas pour les mêmes raisons. Eux, c'est plutôt pour faire du tourisme spatial ou éventuellement pour prélever des ressources sur la Lune ou sur d'autres corps comme les astéroïdes. Et effectivement, des sociétés comme SpaceX, comme Blue Horizon, de milliardaires comme Elon Musk ou Jeff Bezos, s'intéressent effectivement grandement à l'espace, sachant que pour la Lune, en fait, tout a changé à partir du moment où, il y a 10 ans, une sonde indienne a découvert qu'il y avait de l'eau en grande quantité sur les pôles lunaires.
et que c'est justement cette eau qui peut permettre de s'installer sur la Lune, voire en la décomposant, de faire du carburant pour les fusées et ainsi s'extraire d'une gravité beaucoup moins importante que celle de la Terre et pousser l'exploration spatiale beaucoup plus loin, notamment vers Mars. Juste, l'objectif, c'est vrai de s'installer sur la Lune durablement, peut-être, mais il faut régler 2-3 gros problèmes scientifiques. Ça ne va pas être simple. Le premier problème, peut-être, c'est cette poussière lunaire qui est très collante, très abrasive, toxique et dangereuse pour les machines et pour les hommes, parce que ça peut entrer dans les poumons et provoquer la mort. Et deuxième chose, les rayonnements cosmiques qui viennent du Soleil et aussi des autres étoiles peuvent être aussi, et qui peuvent être mortels, provoquer du cancer. C'est pour ça que typiquement, quand l'état actuel des choses, envoyer des astronautes sur Mars, c'est un voyage de 2 ans et demi et on ne peut pas les ramener aptes à vivre sur la Terre. Pour l'instant, on les ramène et ils ne peuvent pas revenir sur Terre. Très bien. Rabia, pour finir, on a moins d'1 minute. L'émission Apollo ont aussi permis de déposer des réflecteurs sur la Lune qui servent à calculer la distance entre la Terre et la Lune. On a envie de dire, une fois qu'on y est allé, pourquoi est-ce qu'on recalcule ? C'est pas aussi simple. Exactement. Et d'ailleurs, c'est une des preuves qu'ils sont vraiment partis sur la Lune. Ces réflecteurs, ils ont montré que la Lune s'éloigne petit à petit de la Terre de 3,8 cm par an. À terme, juste pour... d'une façon pratique, dans 500 millions d'années, on n'aura plus d'éclipse solaire totale, parce que voilà, la distance aujourd'hui, la taille visible de la Lune et du Soleil est la même. Dans quelques millions d'années, on n'aura plus d'éclipse totale solaire. Merci Donc, dans beaucoup. quelques milliards d'années, on n'aura plus de Lune. C'est plus compliqué que ça, mais je crois qu'on n'a pas le temps. Enfin, un deuxième demain à la Lune, comme vous suggériez tout à l'heure pour en parler. Merci beaucoup, Rabia. Et merci, Sylvain, d'avoir été avec nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Demain à la Une. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours à la même heure sur France 24. En attendant, n'oubliez pas que l'avenir n'est qu'un présent qui s'ignore. Et très, très bon week-end à tous. Cette semaine, dans le Paris des Arts, nous vous emmènerons à Aix-en-Provence à l'occasion du festival d'art lyrique. J'y recevrai celle que l'on présente comme la nouvelle star de l'opéra français, la soprano Julie Fuchs. Ensemble, nous irons visiter les chefs-d'œuvre de l'Hôtel de Caumont. Ensuite, rendez-vous au musée Granet avec le cinéaste et metteur en scène Christophe Honoré qui nous parlera de son adaptation audacieuse du chef-d'œuvre de Puccini, Tosca. Et puis une rencontre avec la chef d'orchestre Elena Schwartz qui nous fera découvrir la création Les 1000 endormis au théâtre du Jeu de Paume. Le Paris des Arts, présenté par Valérie Fayolle, à voir sur France 24 et france24.com.